Tous les arts ont leurs secrets, mais l'art du comédien est peut-être le plus caché de tous. L'idée qui se présente d'abord, et qui est bien trompeuse, est que l'acteur doit donner l'apparence d'un homme qui éprouverait véritablement la fureur, l'horreur ou le désespoir. Toutefois, ce n'est pas si simple. Nous sommes au théâtre comme à la messe. La première fin est de composer et conserver les signes. Tout ce qui étonne, tout ce qui est ambigu, tout ce qui est violent, fait aussitôt scandale et honte parmi les spectateurs. D'où, par une réaction naturelle, un rire contagieux doit résulter. Guitry, dans Monsieur Piégeois, avait trouvé un geste vrai. Comme il entraînait un homme désemparé, à qui il essayait de donner quelque espérance, il le coiffait d'un chapeau mou, et l'autre se laissait équiper, semblable à une chose inerte. L'effet aurait dû s'élever au tragique, mais le chapeau se trouvant mis de travers, la salle riait. Signe ambigu, donc, aussi périlleux, et pour les mêmes causes, que l'hémistiche célèbre, prononcé par une jeune princesse. Il m'appelle à régner. Le poète avait tort. Au théâtre, il ne faut point signifier en même temps deux choses. Mounet-Sully arrivait au plus beau tragique dans Oedipe, par des mouvements composés selon la tradition. Dans Hamlet, le même acteur se livrait à une gymnastique improvisée, et quelquefois faisait rire. Chacun sent bien qu'il serait imprudent de recevoir sur le théâtre un homme réellement irrité ou réellement affligé, dont la raison est que les signes naturels des passions sont ambigus. Un homme dans les paroxysmes est réellement égaré. Les spectateurs seraient égarés aussi. Cette expérience n'a jamais été faite au théâtre. Dans les réunions publiques, elle est faite assez souvent, lorsqu'un homme gonflé de rancune ou de colère parvient à conquérir la tribune. C'est alors que l'on comprend que l'éloquence naturelle est tout à fait sans puissance. Premièrement, l'homme passionné parle trop vite et n'est pas entendu. De plus, les gestes et l'expression du visage n'étant nullement composés, l'expression ressemble à un texte surchargé que chacun lit à sa manière. L'unité du sentiment se trouve rompue. Chacun improvise l'applaudissement, le blâme, la moquerie. Le rire triomphe bientôt, qui délivre du scandale, sentiment pénible et sans objet. D'après quoi l'on peut comprendre assez bien ce que c'est qu'un orateur, et aussi ce que c'est qu'un comédien. Une nécessité commune à ces deux arts est que l'on soit entendu. Le plus grand génie doit se soumettre à cette condition. D'où l'on peut deviner que les arts solitaires ont été formés par les arts de société, comme on peut nommer l'éloquence et le théâtre. C'est la foule qui a discipliné l'expression. C'est le renvoi des signes par la foule qui a purifié les signes. Ainsi, la poésie et la musique, au sortir du théâtre, étaient bien plus près de l'humain. Il est clair en tout cas que le comédien peut apprendre de l'orateur l'art de modérer ses passions imaginaires, car l'orateur souvent éprouve des passions réelles, mais toujours il les domine, et en quelque sorte s'en retire, se livrant en revanche à une émotion réglée et rythmée que l'on doit appeler poétique. Il faut que le comédien trouve aussi sa mélopée et se garde surtout de chercher le ton naturel par l'imitation des conversations. Il n'y a point de piège plus redoutable. On en viendrait à parler comme l'homme parle. Au contraire, il faut que le comédien toujours chante au lieu de crier, comme il doit, au lieu de s'agiter, danser. L'action au théâtre est plutôt danse qu'action. Il y a une mélopée du geste pour donner un coup de poignard. Ces principes sont oubliés, mais, heureusement, les conséquences en sont encore enseignées par quelques bonhommes enivrés de théâtre et éperdus d'admiration pour les fameuses tragédies. Je conclus qu'elles sont l'école du sentir, de l'aimer, du mépriser et de tous les sentiments.